Bonjour à tous, nous allons aborder les liens qui peuvent exister entre les... Celui-là, d'accord. Entre les voies d'abord et le tracking fémoro-patellaire au travers d'une étude effectuée auprès des chirurgiens de la LSKS. Brick et Scott nous rappellent dans le Clinical Orthopedics en 88 que la patellofémorale est incriminée dans plus de 50% des mauvais résultats des prothèses totales de genou. C'était sans compter les implants à trochlée anatomique. Cécile et Sébastien, dans les conférences d'enseignement de la SOFCOT en 2021, nous rappellent aussi que la plupart des chirurgiens sont des inconditionnels de la voie médiale parapatellaire. D'autres, plus francophones, utilisent la voie latérale au-delà de 5 degrés de valgus fixé et surtout en cas d'instabilité avérée de la fémoro-patellaire. Alors la question c'est, est-ce qu'une d'un panel de voies d'abord peut être une amélioration du tracking fémoro-patellaire? Une étude en ligne algorithmique a été envoyée aux chirurgiens de la LSKS avec 27 réponses et je les remercie infiniment. 78% des répondants sont en fait de ceux que j'appellerais des switchers. Ils vont passer de la voie médiale parapatellaire au subvastus en passant par le midvastus et tous gardent une option pour la voie latérale. Ils vont chercher, quoi qu'il en soit, à conserver l'insertion du vaste médial qui est un stabilisateur actif de la patella. 22% sont des utilisateurs exclusifs de la voie médiale parapatellaire. Ils ont essayé, pour tous les exclusifs, d'utiliser d'autres voies d'abord, mais ils n'ont vu aucun avantage en termes d'équilibrage ligamentaire, mais aussi de tracking fémoro-patellaire et surtout de résultats cliniques. Parmi ceux que j'appelle les switchers, le groupe le plus important est celui qui a abandonné la voie médiale parapatellaire. Les autres sont soit polarisés sur les deux voies latérales médiales parapatellaires et les autres travaillent à la carte. Parmi les exclusifs, ils évaluent le tracking fémoro-patellaire avec une vue axiale à 30 degrés classique et ils n'utilisent pas d'imagerie en coupe et leur évaluation péropératoire de la fréquence de la section du rétinaculum patellaire latéral est évaluée inférieure à 10%. Les autres utilisent pour 25% une imagerie en coupe. À noter que ce n'est pas un facteur décisif de choix pour leur voie d'abord. Pour les autres, ils utilisent la voie axiale tout à fait classique. Et en péropératoire, ils ont un petit peu plus de section du rétinaculum patellaire latéral que les exclusifs. Que nous dit la littérature? Eh bien, Matsueda et Wang nous montrent que la voie médiale parapatellaire augmente en fait en post-opératoire le tilt patellaire et le décalage patellaire latéral, ainsi que la fréquence de section du rétinaculum patellaire latéral. Ce sont toutefois des études mono-opérateurs rétrospectives en resurfaçage fémoro-patellaire. Pong-Charwen, lui, dans une étude randomisée cette fois-ci et prospective, cherche à montrer que la voie midvastus, en variété mini-invasive, est plus efficace. En fait, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de différence de tilt patellaire et de décalage patellaire latéral en post-opératoire. Mais ce qu'il montre, c'est qu'il y a une forte corrélation entre la conformation anatomique préopératoire et post-opératoire. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les méthodes de mesure du patellar tilt et du décalage patellaire latéral sont hétérogènes, qu'il y a différents protocoles, et on peut se demander s'il y a une fiabilité de ces mesures en cas de forte dysplasie fémoro-patellaire. Et puis surtout, il n'y a aucune évaluation dynamique de la bascule latérale en contraction du vaste médial et bien entendu en appui. Alors, manifestement, il y aurait un petit avantage à utiliser les voies subvastus et mini-invasives dans le cas de la mesure de la bascule patellaire latérale et du décalage patellaire latéral, mais en fait, il n'y a pas d'amélioration du score clinique. Navin le démontre, le confirme, et il dit qu'il n'y a pas de corrélation entre la bascule patellaire latérale post-opératoire et les scores cliniques. Toutefois, Léopold Joseph et Sébastien nous montrent qu'en stratifiant les patients entre la bascule patellaire inférieure et supérieure à 5 degrés, on a une amélioration des scores subjectifs et objectifs en post-opératoire dans les prothèses totales.
Quels guidelines peut-on en tirer? Dans les varus, on va chercher à privilégier le mid-vastus, plutôt dans sa variété mini-invasive ou le subvastus, à moins qu'il y ait une raideur préopératoire. Et le sondage montre que les répondants privilégient la raideur comme critère de choix pour opter soit pour le médial parapatellaire ou pour le mid-vastus. En deuxième, il s'agit de la hauteur patellaire et en dernier, de l'obésité morbide. Pour les valgus, c'est un petit peu plus simple, c'est le domaine de la bascule patellaire de plus de 5 degrés et du décalage patellaire latéral. Une voie d'abord latérale sera réalisée. La plupart du temps, dans l'immense majorité des cas, utilisant une voie sans relever la TTA. Cela va permettre d'optimiser le tracking fémoro-patellaire, mais aussi, bien entendu, un meilleur équilibrage ligamentaire. Cela est confirmé par les travaux de Greenberg qui montrent qu'en comparant voie médiale et voie latérale, on a une amélioration significative de la bascule patellaire, de l'alignement fémorotibial post-opératoire, du temps opératoire et surtout du score clinique. Alors, dans les petits valgus, plus ou moins réductibles, c'est difficile de savoir précisément quelle est la réductibilité de ceux-ci. On aura tendance à utiliser plutôt une approche latérale après une imagerie en coupe. Mais si la bascule patellaire préopératoire est inférieure à 5 degrés et si on a des mesures qui sont fiables, sans trop de dysplasie, à ce moment-là, il est cohérent de proposer le mid-vastus ou le subvastus. Ce que l'on doit retenir, c'est que pour tout gérer avec une seule voie d'abord, c'est-à-dire la fémoro-patellaire et l'équilibrage ligamentaire, il n'est pas aisé d'utiliser une seule voie d'abord. Et cette voie d'abord latérale doit être conservée comme option stratégique importante. Et j'attire l'attention sur cet article de Greenberg. Une imagerie en coupe nous donnera une évaluation plus précise encore de la bascule fémoro-patellaire latérale et probablement y a-t-il plus d'indications de la voie latérale dans ce segment-là. Cela dit, cet examen est réalisé sans contraction colicipitale et sous-estime très probablement la bascule patellaire et le décalage latéral. Enfin, ces examens ne sont pas réalisés en charge, comme peut l'être le cone beam, qui est un instrument d'avenir. Alors, tout ceci est démontré par le sondage qui montre que plus de 52% utiliseraient la voie latérale dans un petit valgus plus ou moins réductible, alors que dans un gros valgus, eh bien, la voie latérale est privilégiée par la majeure partie des opérateurs. Je vous remercie beaucoup.